Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire de présentation du master spécialisé en cybersécurité. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Je me présente, je suis Magali Bador-Grenier, responsable du pôle master spécialisé chez Centrale Supélec XZ. Je suis en charge de la commercialisation de ce master et mon rôle est de vous accompagner en amont sur la prise d'informations et sur l'éligibilité de votre candidature. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Valérie Viette-Triem-Trong et Frédéric Tronel, tous les deux responsables de la formation et enseignants-chercheurs chez Centrale Supélec, et également Romaric Ludinard, enseignant-chercheur à l'IMT Atlantique, puisque ce master spécialisé est co-accrédité IMT et Centrale Supélec. Nous avons la chance d'avoir avec nous Julien Bachelet, qui est diplômé du master spécialisé cybersécurité en 2011 et directeur de la cybersécurité aujourd'hui chez Hermès. Je vous propose de démarrer. Nous allons dans un premier temps laisser les responsables pédagogiques vous parler du contenu de la formation, puis Julien évoquera son parcours et enfin je vous expliquerai le process d'inscription. Alors bonjour à tous, Frédéric Tronel actuellement, désolé on n'a pas réussi à mettre notre caméra, ça marche pas très bien, donc ce que je vais vous présenter c'est les grands objectifs du master. Donc là on les a listés en trois grands objectifs, d'une part maîtriser les méthodes organisationnelles. Peut-être que Julien justement pourra parler de son activité au quotidien et sans doute apporter des précisions quant à ces grands objectifs. Donc ici on a listé la méthode IBIOS notamment et les méthodes, et les points techniques. Par exemple, l'authentification, la certification, les pare-feux, un tas d'équipements de sécurité qui vont permettre de protéger les ressources d'un système d'information. On cherche aussi à on vous aidera à monter en compétence pour appréhender dans sa globalité les problèmes qui sont liés à la sécurité des systèmes d'information. Et enfin, on essaiera de toujours mettre en perspective l'environnement technique, l'environnement économique, juridique dans lequel on doit évoluer et créer la politique de sécurité du système d'information. Voilà, donc ce sont des objectifs assez haut niveau qui sont évidemment déclinés de manière plus opérationnelle dans le reste du programme. Voilà. Donc le reste du programme, on a mis sur ce slide un niveau de détail un peu plus fin. Donc le programme, il s'articule en on va dire 5 grands points. Donc là, sur le premier slide, on n'en voit que 4. Mais d'une part, concevoir. Merci. On peut revenir en arrière, ça m'aidera. D'une part, donc concevoir la sécurité d'un système d'information. Donc cette conception, elle repose d'une part sur savoir faire une analyse de risque du système et puis après organiser sa sécurité. Une fois qu'on a fait cette phase de conception, eh bien on doit déployer des mesures à la fois techniques et organisationnelles qui vont justement répondre aux exigences de sécurité du système d'information qu'on cherche à protéger. Donc dans cet axe du programme, eh bien on voit notamment le droit de la SSI, le déploiement d'une architecture sécurisée, les outils de détection et de détection d'intrusion et puis de traitement des événements de sécurité. Une fois qu'on a trouvé les techniques, à la fois techniques et organisationnelles, eh bien, on doit commencer l'exploitation du système d'information. Et dans ce sous-module, eh bien, on voit à la fois tout ce qui concerne les aspects réseau, mais aussi ce qui concerne les aspects des systèmes d'exploitation. Et on vise en particulier 2 systèmes d'exploitation plus particulièrement, à savoir Windows et puis les systèmes de type Unix. Dans toujours un 4e temps, on doit maintenir de manière continue la sécurité du système d'information, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est mis en exploitation, il faut être capable de le maintenir en conditions opérationnelles et en sécurité, ce qui est tout un travail. Et dans ce but, eh bien, on peut conduire à la fois des tests d'intrusion, faire des audits de sécurité ou faire soi-même des audits de sécurité. On verra les méthodes d'évaluation des produits de sécurité, l'analyse de la menace et puis le traitement des événements
plutôt du type threat intelligence, donc le renseignement concernant les problèmes de sécurité du moment. Voilà, si on peut passer au slide suivant, merci. Enfin, eh bien, malgré toutes ces précautions, on n'est pas à l'abri d'avoir un incident de sécurité, c'est-à-dire une compromission qui serait exploitée dans notre système d'information, un logiciel vulnérable qui serait passé sous le radar. Et donc, dans ce module, eh bien, on verra comment est-ce qu'on analyse des logiciels malveillants, comment on fait de l'investigation numérique et surtout aussi comment on répond à un incident de sécurité pour ramener le système d'information dans un état opérationnel et donc faire de la gestion de crise. Enfin, donc là on était dans 5 modules, on va dire très opérationnels, hein, qui constituent finalement le cycle de vie d'un système d'information. Pour bien comprendre tous ces aspects à la fois techniques et organisationnels, on repose sur des modules un peu plus on va dire académiques, hein. Donc on a un très gros module qui concerne la cryptographie, puisque les outils de cryptographie sont vraiment à la base de beaucoup d'outils, hein, qui sont utilisés par la suite. Et donc, on a un module qui concerne toute la cryptographie, donc à la fois avec la théorie de la cryptographie et aussi l'ingénierie de la cryptographie, qui sont, on va dire, l'exploitation de ces outils. Enfin, ou plutôt au tout début de la formation, hein, donc là, c'est pas organisé temporellement, on a des rappels, hein, sur la formation de base, donc des rappels de langage de programmation, des rappels sur les systèmes d'exploitation et sur les réseaux, qui vont permettre d'asseoir le reste des connaissances et des compétences. Et j'ai regroupé sous une catégorie un peu conférence un ensemble d'activités qu'on fait, à savoir participation à certains challenges CTF, une préparation plutôt à la certification d'auditeur ISO 27001, un projet industriel et puis ce qui conclut normalement l'année, une thèse professionnelle, hein, avec un stage de 5 mois à 6 mois maximum en entreprise. Voilà, donc c'est un panorama de tout le programme brossé assez rapidement. Donc, on peut peut-être citer quelques grands points forts de ce master. D'une part, son classement premier sur le classement meilleur master depuis de nombreuses années. L'intervention d'intervenants professionnels de très haut niveau, donc à la fois du corps professoral, de consultants extérieurs, d'industriels et puis d'experts qui sont issus d'organismes de certification spécialisés. Et grâce à Romaric qui est présent avec nous ce jour, eh je tiens quand même à rappeler que même si ce webinaire est organisé par Centrale Supélec XZ, la formation est délivrée par deux écoles, hein, deux grandes écoles d'ingénieurs, Centrale Supélec et puis IMT Atlantique. Et donc, à ce titre, on bénéficie d'un accès au réseau des anciens des deux écoles, ce qui est quand même un point extrêmement fort. Alors, les débouchés, les débouchés de nos anciens, les diplômés trouvent un emploi extrêmement rapidement, hein, c'est pour ça qu'on a mis que 100% des diplômés trouvent un emploi. On peut noter une augmentation de leur salaire, une progression moyenne de 13% entre avant et après la formation. La moyenne d'âge des participants est de 34 ans, hein, ce qui veut dire qu'en fait, on a à la fois une population de jeunes diplômés qui ont en général 23, 24 ans, et puis des personnes qui ont déjà beaucoup plus d'expérience, voilà, en moyenne, hein, 12 ans d'expérience professionnelle sur toute la promotion. Donc ça prouve que la promotion est extrêmement diverse, et donc ça, c'est aussi un point extrêmement fort, je pense, puisque les jeunes diplômés, ceux qui suivent le master spécialisé juste après leur diplôme d'ingénieur, ils vont pouvoir bénéficier de l'expérience des plus âgés, et inversement, les personnes qui ont déjà une expérience professionnelle vont pouvoir bénéficier de connaissances nouvelles qui seraient apportées par les jeunes diplômés qui eux ont vu éventuellement des technologies extrêmement innovantes durant leur cursus. Ils en sortent, donc normalement ils ont tout ça est frais dans leur tête. Si on peut passer, ouais.
Alors pour les débouchés, on a mis quelques métiers, hein, mais le panorama des métiers de la cyber est relativement vaste. Donc on a cité RSSI, donc ça tombe bien, on a aujourd'hui un ancien diplômé du master spécialisé, Julien Bachelet, qui pourra nous parler de son métier au quotidien, hein. Mais on peut être aussi auditeur en sécurité organisationnelle ou plutôt auditeur en aspect technique, enfin des techniques de sécurité. On peut être évaluateur de sécurité pour des produits de sécurité ou autres. On peut être consultant. On peut être analyste pour la réponse à incident. On peut être gestionnaire de crise. Donc, il y a de très nombreuses débouchés. On peut peut-être juste dire que nos diplômés ils trouvent des emplois aussi bien localement pour ceux qui souhaitent rester sur le bassin rennais qu'ailleurs en France, hein. Donc là, on a mis quelques enfin, disons, quelques noms d'entreprises qui nous envoient des consultants ou des intervenants, hein, qui sont issus de l'écosystème local, hein, comme DGAMI, Orange Cyberdéfense, mais aussi le laboratoire de haute sécurité qui est hébergé par INRIA ou LSTI. Mais on a aussi des intervenants qui viennent un peu partout en France, et l'écosystème régional est extrêmement riche, mais ne faut pas négliger non plus les débouchés en région parisienne notamment. Si on peut, voilà. Et donc, comme je le disais auparavant, hein, une fois diplômé de ce master spécialisé, vous pourrez bénéficier du réseau des anciens, à la fois de IMT Atlantique et du réseau de Centrale Supélec. Donc là, ce slide, il est plutôt, ils ont focalisé sur le réseau des anciens de Centrale Supélec, qui compte 45 000 diplômés en France et à l'international à l'heure actuelle, qui organise plus de 500 événements par an. Et évidemment, le réseau permet de renforcer son employabilité, mais aussi de se former, de s'informer, puis de rester en contact avec toute la communauté Centrale Supélec. Et donc, je propose qu'on passe la parole peut-être à Julien pour qu'il nous donne son témoignage. Magali, si tu peux reprendre la main. Ouais, Et puis... ouais, tout à fait. Donc, Julien, ça y est, il s'est connecté. Merci Julien de Bonjour à tous. nous rejoindre. Bonjour à tous. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Je suis dans ma voiture, comme vous le voyez. J'ai pas réussi à masquer le fond, mais je suis content d'être avec vous et de prendre un moment pour vous partager mon expérience et vous dire tout le bien que je peux penser de cette formation. Est-ce que tu veux, Julien, nous parler peut-être en amont des raisons pour lesquelles tu as souhaité effectuer cette formation? Quelle formation avais-tu initiale et qu'est-ce qui t'a décidé à la suivre et l'après? Alors, ça fait déjà 10 ans que je suis sorti de ce master. Fred le disait tout à l'heure, ça me fait quand même un petit truc. Déjà 10 ans. Alors moi, je suis avant tout un passionné de technologie depuis mon plus jeune âge. J'ai suivi différentes formations plutôt dans le monde académique à l'université avant de commencer mon expérience professionnelle en 2005, où j'ai commencé par être d'abord responsable des infrastructures. Donc j'ai eu plusieurs métiers dans le monde plutôt de la production informatique, pas de la sécurité au début, où j'avais notamment à l'époque en 2005 en charge la mise en place de réseaux maillés via VPN IPsec au moment où les liens loués commençaient à disparaître et où l'Internet commençait à rentrer un peu plus dans le monde des entreprises. Donc je vais faire ça court, mais j'ai pu rentrer dans la maison Hermès déjà en 2005. C'est quasiment mon premier job. Et donc j'y ai eu différentes fonctions managériales, d'abord sur des fonctions techniques IT. Et puis dans les années, autour de 2008, j'ai commencé vraiment à être intéressé par les sujets de sécurité des systèmes d'information. On parlait à l'époque pas encore de cybersécurité. D'ailleurs, le master que j'ai eu à l'époque, c'était master spécialisé sécurité DSI avant qu'il soit renommé pour coller à l'actualité. Mais j'étais assez intéressé par la sécurité déjà parce il me permettait de croiser deux aspects que j'aimais bien de mon métier, qui étaient l'aspect très technique et l'aspect métier, l'aspect organisationnel,
valeur apportée par l'IT pour les métiers. Et quand on rapproche ces deux mondes et qu'on est un peu curieux, on bascule assez vite dans le monde de la sécurité. Et c'est ce qui à l'époque m'a engagé à m'y intéresser un petit peu plus. Et donc c'est pour ça que j'étais ravi en 2010 d'être admis au master spécialisé Supélec. Et si j'y étais, c'était principalement à l'époque pour trouver, parce que je cherchais un diplôme qui me permettait à la fois d'avoir un vernis vraiment transverse sur les sujets de sécurité, un diplôme qui me permettait, après être sorti de l'école, de valider aussi un niveau d'études plus important, et puis de me positionner comme un potentiel futur expert de la cybersécurité. Voilà pourquoi j'ai choisi ce master à l'époque. Il n'y en avait pas beaucoup. C'est un master, je crois que Fred l'a dit tout à l'heure, qui est assez vieux et qui garde toutes les qualités qu'il avait déjà à l'époque. Et c'est pour ça que donc en 2010, j'ai fait le choix de rejoindre les bancs de l'école pour me spécialiser en cybersécurité. Si je peux enchaîner avec, puisque j'ai préparé de mon côté deux, trois éléments, hein, donc à la fois sur pourquoi j'ai choisi et ce que j'y ai appris et à quoi ça m'a servi aujourd'hui. Frédéric le disait tout à l'heure, ce qui fait vraiment de ce master quelque chose d'un peu à part, je pense, c'est la qualité des intervenants et la mixité des intervenants et des personnes que vous trouverez sur les bancs de l'école. D'abord, la qualité des intervenants, vous l'avez vu sur quelques slides avant. C'est des gens qui sont issus du monde opérationnel et ce sont vraiment des gens qui ont de vraies bonnes choses tant sur le plan de l'expérience que de l'expertise à transmettre. Et ça, c'est quelque chose, moi, déjà qui m'avait beaucoup plu à l'idée de rejoindre ce master, mais que j'ai très concrètement perçu pendant l'année où je suis resté à l'école. Ensuite, cette mixité, elle est extrêmement intéressante parce que on a à la fois des profs devant nous qui sont des intervenants externes, mais aussi des experts et des chercheurs dans un domaine qui évolue en permanence. Et je crois qu'en l'occurrence, l'IMT et Centrale Supélec sont aussi des écoles d'ingénieurs qui ont énormément de choses à vous apporter sur le plan de la recherche. Et ce rapprochement du monde de la recherche et du monde opérationnel industriel est super intéressant. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai aussi apprécié pendant cette année. Ce qui est vraiment aussi intéressant dans cette formation, c'est sa couverture. Les métiers de la cybersécurité sont multiples. Frédéric en citait un certain nombre tout à l'heure. Entre 2010, 2011 et maintenant, le nombre de métiers a explosé. Il y a des métiers qui apparaissent régulièrement puisque c'est une discipline qui est encore relativement jeune et qui s'adapte à la menace et aux risques des entreprises. Et donc, la vraie qualité de cette formation, c'est de vous donner la possibilité de voir vraiment tout le spectre de la cyber et à la fois de descendre par les différents modules et les différentes interventions qui vous seront proposées, assez loin quand même dans le détail de ces différents aspects. Et ça vous donne, la capacité déjà d'avoir un vernis global sur l'ensemble des sujets, ce qui est extrêmement important, et deux, potentiellement la possibilité ou l'orientation d'aller en choisir un qui serait une spécialité que vous souhaiteriez, dans laquelle vous souhaiteriez vous engager, on va dire, dans les premières années de votre carrière. Quoi qu'il en soit, cette couverture globale, elle est essentielle. Elle est essentielle dans un métier comme le métier de RSSI dans lequel il nous est imposé d'avoir cette vue globale, cette vue d'ensemble. Et si j'en ai quelques-unes à vous partager, qui sont un peu plus personnelles, je retiendrai d'abord moi les cours que j'ai eus sur les analyses de risque. Frédéric parlait des aspects de gouvernance, de gestion de politique de sécurité, qui sont des aspects totalement fondamentaux des métiers de la cyber. Et je crois que le cours qui pour moi a été qui m'a permis fondamentalement de changer ma vision et je m'en sers quasiment tous les jours aujourd'hui, c'est les cours d'analyse de risque avec Eric Bornet. Je fais un petit clin d'œil à Eric au passage, qui nous a permis de voir que la sécurité, c'était avant tout un sujet aussi de pragmatisme et d'efficacité. Qu'on avait plein de référentiels, plein de livres qui nous expliquaient comment il fallait faire de la sécurité,
Dans la réalité, il faut savoir être extrêmement pragmatique pour être un peu efficace et pour éviter que la sécurité soit quelque chose qui freine le développement d'une entreprise, d'une activité, d'une organisation. Et donc d'avoir cette capacité de se positionner au juste milieu des exigences de sécurité pour que le niveau de maîtrise soit acceptable et que le business puisse fonctionner, c'est juste essentiel. Et ça, je l'ai appris pendant mon master spécialisé. J'ai forcément développé avec l'expérience plus tard, mais en tout cas, les fondements de cette démarche, ils m'ont vraiment été donnés par ces cours à Supérec. Les autres sujets qui sont extrêmement importants, c'est ceux de la sécurité opérationnelle. On dit souvent que la cybersécurité, c'est pas qu'un métier technique, mais c'est quand même aussi beaucoup de technique. Et par la formation qui est proposée sur ce master spécialisé cybersécurité, il y a beaucoup de techniques. Vous allez voir beaucoup de techniques, à la fois sur des sujets de crypto, qui sont des sujets dans lesquels on met pas la main tous les jours quand on est RSSI, à la fois sur des sujets de sécurité réseau. Et ça, je crois que c'est l'autre richesse d'avoir un cursus qui est co-animé par l'IMT et Supélec, c'est qu'on a des chercheurs et des experts qui sont vraiment issus d'une part du domaine de la sécurité du réseau et d'autres de la détection, de la réponse aux anomalies de sécurité, aux incidents de sécurité. Et donc ça a aussi une vraie valeur. Et donc par les différents ateliers mis en cas pratique qui vous seront proposés, ce sera aussi un super moyen de toucher un peu plus du doigt quels sont les risques en termes d'infrastructures, en termes de sécurité des infrastructures et en termes de sécurité opérationnelle, ce qui encore une fois est un aspect extrêmement important. Je ne vais pas revenir sur tout le détail et tous les éléments que Frédéric a exposé tout à l'heure qui font la structure de ce master, mais ils sont vraiment variés, ils sont intelligemment choisis. Le temps qui est passé sur ces différentes thématiques est bien organisé également. Et même sur des aspects, moi je me souviens, je ne sais pas s'il y en a encore, mais des cours sur les critères communs. Qui sont des choses qui nous semblent un peu loin quand j'y pense maintenant. Finalement, c'est des choses qui me restent parce que de savoir comment on évalue un produit de sécurité, dans quel contexte et avec quelle grille de lecture il faut lire justement les résultats d'une analyse de sécurité, c'est là aussi extrêmement important. Et ça vous montre en quoi tout le contenu de cette formation est vraiment adapté, est vraiment concrètement utile et opérationnel. En termes de perspective, alors je crois que si vous vous intéressez au métier de la cybersécurité, j'espère déjà c'est parce que c'est un sujet qui vous passionne. Et il y a un truc sur lequel vous devez être à peu près confiant, c'est sur votre capacité à trouver du travail rapidement dans la foulée. On manque en France notamment et partout dans le monde d'un grand nombre d'experts de la cybersécurité, principalement parce que, comme je le disais, ce sont des métiers qui sont assez jeunes, principalement parce que les entreprises s'y sont mis un peu tard à ces sujets de gestion du risque cyber, et parce que depuis, à mon sens, c'est en tout cas ma lecture, depuis 2017 et les attaques qui ont touché pas mal d'entreprises à la suite des ransomware NotPetya et WannaCry, les entreprises se sont rendues compte que ces risques d'attaque ou ces cyberattaques telles qu'on en parle depuis des années, c'était pas que de la science-fiction et ça pouvait concrètement arriver. Et donc tout ça nous met aujourd'hui dans une situation, dans un contexte où la menace évolue, où les attaques sont de plus en plus violentes et où les entreprises veulent essayer de rattraper leur retard. Donc la bonne nouvelle pour vous, si vous vous engagez dans ces formations, c'est que vous aurez a priori pas de mal à trouver de quoi vous occuper, mais surtout avec les éléments qui vous seront, les cours qui vous seront proposés par le master, vous aurez vraiment une vision d'ensemble qui vous permettra soit de choisir de rester plutôt généraliste, et il y a de la place aussi pour ce genre de profil, soit d'aller un peu plus en particulier, vous spécialiser dans le test d'intrusion, la réponse aux incidents de sécurité, des sujets de gouvernance, de politique de sécurité, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est également à croiser en termes de perspective. Si vous êtes curieux et si vous allez croiser avec les discussions que vous pourriez avoir au sein de votre classe et avec les différents intervenants, vous risquez de trouver votre voie au moins pour les prochaines années. Et l'autre bénéfice de ces métiers de la cybersécurité, c'est que
une voie dans laquelle vous vous engagerez maintenant serait pas à sens unique. On a ça, je crois que c'est dans nos métiers, peut-être dans les métiers de l'IT au sens large, mais la cybersécurité n'est pas à part. Un vrai différenciant, un vrai argument de choix, c'est de se dire, si je commence par faire du test d'intrusion, si je reste toujours un petit peu curieux et que j'ai cette capacité de comprendre comment un attaquant agit, et que j'ai donc une bonne vision de ce qu'est le risque cyber pour une entreprise, je peux, dans quelques années, si je souhaite pivoter vers d'autres métiers de la cybersécurité, y aller assez naturellement. Voilà ce que j'avais principalement à vous partager. Donc j'espère que voilà, je vous aurais partagé un peu de mon enthousiasme à la fois sur ces métiers et sur cette formation. Moi je vous dis, et c'est vraiment pas que pour faire de la pub là. Aujourd'hui on me demande d'en faire. La formation de Centrale Supélec a fondamentalement changé mes perspectives de carrière. Alors vous imaginez qu'il y a 10 ans, les métiers de la cyber c'était un peu moins en vue. Je pense pas avoir été visionnaire, mais en tout cas, je suis plutôt content d'avoir un peu anticipé cette vague. En tout cas, je suis extrêmement reconnaissant à tous les intervenants que j'ai pu croiser. Certains d'entre eux, je continue à les croiser de temps en temps, avec plaisir. Et en tout cas, le contexte qui vous est offert par ce master spécialisé cybersécurité à Supélec est vraiment un super accélérateur. Et pour sûr, si vous choisissez cette formation, vous ne vous embêterez pas pendant un an et pour sûr, vous ne vous embêterez pas dans les années qui viennent. Je crois qu'on a un petit peu de temps pour prendre des questions, même si vous ne pouvez pas les verbaliser, vous pouvez au moins les écrire, je crois. Ah ouais, tout à fait. Merci beaucoup, en tout cas, Julien, pour ce partage et ce retour d'expérience. Effectivement, vous avez la possibilité non pas d'échanger en direct avec nous, mais en tout cas via l'outil chat de nous poser des questions. En attendant vos questions, moi je peux vous parler rapidement de l'inscription. Pour rappel, donc cette formation est en full time, 6 mois de cours et 6 mois de stage. Les cours vont se dérouler sur notre campus de Rennes. Et si cette formation vous intéresse, il faudra déposer votre candidature en ligne. La plateforme d'inscription, elle ouvrira mi-novembre. Votre dossier de candidature sera composé d'un CV à jour, d'une lettre de motivation, des copies des relevés de notes et diplômes post-bac, des adresses mail de 2 référents qui sont soit des professionnels, soit des académiques pouvant attester de vos compétences. Donc, on leur adressera une attestation confidentielle à remplir. Il faudra également s'acquitter du règlement en ligne des frais d'inscription. Donc, dès la réception de votre dossier, celui-ci sera transmis au responsable pédagogique. Les résultats académiques, les expériences professionnelles antérieures et les lettres de recommandation seront analysés. Si votre dossier est recevable, vous êtes convoqué à un entretien d'admissibilité avec le responsable pédagogique ou les responsables pédagogiques. Et cette étape consistera à valider l'adéquation de votre choix de formation avec votre projet professionnel et également vos acquis techniques. Lorsque vous êtes officiellement admis, vous recevrez des documents administratifs, contrat de formation, versement de l'acompte à nous retourner sous 3 semaines. Et ce retour permettra de garantir votre place. Donc, j'ai sauté une étape, j'en suis désolée, j'ai été trop vite dans les slides. Les critères d'admission. Donc, non, tu peux revenir. Bon, merci. Non, après, voilà. Donc, ce master spécialisé est destiné aux diplômés scientifiques ou techniques qui désirent acquérir une compétence en sécurité des systèmes d'information. Donc, soit vous êtes diplômé d'un Bac+5, soit Bac+4 avec 3 années d'expérience professionnelle. Voilà, ça c'est le minimum requis pour pouvoir postuler à la formation. Ensuite, il y a la procédure de candidature dont je vous ai parlé. Les 2 responsables pédagogiques, Valérie, Frédéric pour Centrale Supélec, Romaric, qui également fait partie de la formation et qui est sur l'IMT Atlantique. Et donc, comme je sais que Julien est pressé, on va prendre des questions.
Je sais pas s'il y en a, ouais. Soyez pas timide. Donc, il y a une question, c'est le master est-il accessible à des candidats qui ne viennent pas d'une formation ingénieure? C'est pas Alors, une c'est peut-être question pas une pour moi, question ça. pour Julien. Ouais, c'est peut-être pas une question pour Julien. On va laisser les responsables pédagogiques répondre. Vous êtes toujours là? Oui, oui, on est là. Valérie Vietri-Mtang, je vais prendre la parole si ça vous embête pas. Donc, concernant la formation dans laquelle vous venez, et en fait, ça fait suite à ce que tu as dit sur l'entretien. Nous, on va vérifier lors de l'entretien que vous avez les connaissances techniques de base. Et peu importe d'où vous venez, en fait, on a eu des étudiants qui venaient d'écoles de commerce, par exemple. Donc, vraiment, ce qui est important, c'est ce que vous savez, et peu importe comment vous l'avez appris et comment vous réfléchissez. Et c'est ça qu'on vérifie lors de l'entretien, en fait. Après, on peut quand même modérer ça en disant que 90% des gens, ils ont fait des études dans l'informatique. Oui, Donc oui. une très grande partie, évidemment, parce que c'est plus simple d'intégrer le master en ayant fait cette voie-là, mais c'est pas un prérequis pour nous. Comme tu disais, Valérie, peu importe comment vous avez acquis les connaissances, ce qui compte, c'est que vous sachiez répondre à nos questions. Après, voilà, donc on est ouvert sur des profils plus atypiques, mais voilà, il faut simplement savoir répondre à nos questions. Par contre, tout à l'heure, Frédéric, tu as dit dans la formation, il y a une partie rappel de base, donc de Ouais. langage, de réseau. On va insister sur le fait que c'est un rappel et c'est pas une formation, hein. cette partie-là. Et donc, ce qu'on fait pendant l'entretien, c'est qu'on vérifie que, moyennant ce qu'on rappellera très très rapidement en début de formation, bah, vous pourrez suivre la suite sans problème. Il y a une question. Je suis actuellement en M2. Dois-je attendre les notes des 2 semestres pour pouvoir postuler ou les notes de M1 ainsi que les années précédentes suffisent? Je pense que les notes de M1 et des notes précédentes peuvent suffire et éventuellement avoir une lettre de recommandation qui viendrait du responsable de la formation nous suffirait. Il y a une question pour Julien concernant, concernant ton cas, Julien. Combien d'années d'expérience as-tu eu avant d'intégrer Centrale Supélec et l'IMT Atlantique? J'avais 6 ans. J'avais 7 ans. 7 ans d'expérience professionnelle dans l'IT avant d'intégrer le master spécialisé. Quelle est la part de jeunes diplômés par rapport aux professionnels au sein des promotions? Je dirais Ouais, 50%, mais ouais, à peu près ça, oui. 50. c'est à peu Après, près ça. évidemment, c'est un petit peu variable d'une année sur l'autre, mais c'est environ 50% de gens qui ont déjà une expérience et 50% de jeunes diplômés, à peu près. Et c'est pas un objectif qu'on se donne, Ouais, mais ouais. ça finit toujours à peu près comme ça, ouais. Ouais. On n'a pas de quota. Ok, alors il y a une autre question qui concerne l'admission et en particulier les entretiens techniques. Un candidat ou une candidate qui souhaiterait se préparer au mieux aux entretiens et qui aimerait savoir comment il pourrait évaluer son niveau sur les différents domaines par rapport à celui attendu par le jury. Y a-t-il des annales ou des sujets types sur lesquels il pourrait s'entraîner? Alors, il n'y a pas d'anal ni de sujet type. Par contre, je pense que lors de disons les premières étapes de la constitution du dossier, avec notamment Magali, on peut vous dire quels sont les domaines sur lesquels vous serez interrogé et de manière à ce que vous puissiez vous préparer. Vous pouvez même, des fois, si vraiment vous avez des très gros doutes, nous demander très très précisément si telle ou telle connaissance est nécessaire et on peut vous répondre. Mais on n'a pas d'anal pour l'instant ni de sujet type. Et aussi parce que souvent, c'est en fait une discussion. Et donc, suivant ce qui est apporté comme réponse, on va réorienter les questions derrière pour gratter un peu plus. C'est assez Ouais. individuel finalement, Oui, c'est même s'il y a des grandes thématiques qui sont abordées. Est-ce que vous pouvez dire aux personnes qui nous écoutent les 4 thématiques qui sont pour vous essentielles pour pouvoir suivre sereinement ce master spécialisé? Oui, bon, on peut donner quelques détails, hein. Ce qui nous paraît essentiel, c'est d'avoir des connaissances en réseau, d'une part,
Donc, on va dire le modèle Internet, quoi. Donc, par exemple, savoir ce que c'est que TCP par rapport à IP, ce genre de choses. Le protocole de communication classique. Voilà. Après, avoir quelques connaissances de base en mathématiques pour pouvoir suivre le cours de cryptographie sans rencontrer de trop grandes difficultés. Fonctionnement d'un système d'exploitation. Ouais, alors ouais, sur les systèmes d'exploitation ou sur, disons au moins, langage de programmation surtout. Et dans les langages de programmation, on cherche, enfin, on aime bien que les gens aient des connaissances en langage C, parce que c'est sans doute le langage qui va nous permettre de mieux cerner, d'une part, les problèmes qui existent en sécurité, et puis comment est-ce qu'on peut les sécuriser, améliorer la sécurité. Enfin voilà, donc c'est ce langage-là qui nous paraît le plus important pour bien comprendre tout ce qui sera vu durant le reste de l'année. Et puis, je pense. Langage web un peu pour faire un peu de sécurité web. Je me disais que il y avait quelque chose que j'étais en train d'oublier. D'avoir des connaissances aussi sur la manière dont sont architecturées les applications web. Donc à la fois côté client et côté serveur, pour pouvoir suivre le module qui est consacré justement aux vulnérabilités des applications web. Et là, alors en général, on cherche en général un mouton à 5 pattes, hein, avec ce que je viens de dire, parce que tous les candidats ont, enfin sauf quelques rares exceptions, hein, mais tous les candidats ont un sujet qu'ils connaissent moins bien. On ne demande pas forcément de savoir tout sur tout. Ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de trop gros trous dans la raquette, c'est-à-dire que quelqu'un qui se présenterait en étant incapable de répondre à aucune question dans aucun des domaines que je viens de citer, c'est un peu trop court pour nous et la marge sera trop grande lors de l'année. Après, s'il y a un domaine sur lequel vous êtes moins bien, mais vous savez répondre dans les 4 autres, par exemple, disons, je pense qu'en général, vous serez admis. Mais donc, éventuellement, ça nécessite de se préparer. Ça veut dire que quand la plateforme va s'ouvrir, il ne faut pas que vous, enfin, sauf si vous êtes vraiment sûr de vous, vous pouvez vous laisser un petit peu de temps pour faire des révisions et venir quand vous êtes prêt, plutôt que de vous inscrire dès le jour de l'ouverture. Parce que nous, on va essayer de traiter les candidatures au fil de leur arrivée, et dans un délai suffisamment raisonnable, et donc vous aurez peut-être pas beaucoup de temps pour réviser entre votre dépôt de candidature et puis le jour où vous ferez l'entretien. Donc moi, je vais tempérer ce que tu viens de dire, parce qu'évidemment, faut voir ça dans les deux sens, parce qu'à partir du moment où on a identifié qu'il y avait des manques dans une compétence attendue, par exemple le réseau, et qu'on vous accepte malgré ce manque, il va falloir que vous récupériez toutes les connaissances qu'on aimerait que vous ayez à la rentrée. Donc, il faut vous laisser le temps aussi pour préparer la rentrée. Donc, ne tardez pas trop, parce que si vous tardez trop, vous prenez le risque qu'il n'y ait plus trop de place et qu'en plus, vous n'ayez pas le temps pour bien asseoir les connaissances que vous avez déjà. Donc, c'est un savant mélange. Oui, c'est un savant mélange. Oui. Si on attend le mois de juin, on a moins de chances d'être admis, parce qu'il y aura peut-être place, mais voilà, faut trouver un compromis entre candidater début novembre et candidater fin juin. Il arrive aussi que certains candidats pour qui les connaissances sont trop justes, on les renvoie vers des formations de base en réseau et en programmation, et puis ces candidats reviennent après en ayant bien monté en compétences. C'est des choses qu'on voit régulièrement et qui sont intéressantes aussi. Donc ça, c'est un peu à vous de vous situer dans l'échelle des connaissances, mais c'est aussi quelque chose qui se fait. Vous avez répondu en partie à la question, mais on a un candidat qui nous demande, quand on est ingénieur en traitement du signal, sans background en réseau, faut-il faire des MOOC de réseau avant les entretiens? Qui était utilisé chez nous. Mais après, voilà, un profil d'ingénieur traitement du signal, ça rentre très bien dans les prérequis. Oui, si vous manque que le réseau, venez et puis vous repartirez avec une longue liste de choses à apprendre, mais s'il manque que ça. Sachant qu'en plus, il y a un cours en ligne d'année de réseau. C'est pas disqualifiant. Pour le coup, c'est quelque chose sur lequel on
on va questionner durant l'entretien, mais pour lequel il y a un cours en début d'année qui fait conséquent, quoi, qui dépasse le cadre du rappel. Mais ça permet d'évaluer la culture scientifique sur les aspects système d'information. Voilà, c'est un peu du prétexte pour le coup sur le cas du réseau. Il y a une question pour Julien. Parce que vous êtes rentré d'abord dans le monde du travail et ensuite vous avez décidé de revenir sur les bancs, par rapport aux différents profils professionnels que vous avez croisés après le diplôme, pensez-vous qu'avoir fait un MES était indispensable et que vous n'auriez pas pu attaquer vos missions de la même manière? Pour mon cas personnel, oui. Pour mon cas personnel, j'ai en tout cas le recul que m'a donné cette année de formation et l'ensemble des outils techniques, même en termes de savoir-être, de savoir-faire, je pense pas du tout que ma carrière aurait été la même avec et sans le diplôme. Donc, moi, faut aussi, je l'ai pas forcément rappelé tout à l'heure, mais ça m'a permis moi d'être extrait du monde du travail pendant un an pour retourner à plein temps sur les bancs de l'école. Et ça a été une chance assez exceptionnelle. Déjà parce que je pense qu'il y a certains concepts ou choses qu'on apprend encore mieux quand on voit la théorie après avoir un peu vécu la pratique. On n'apprend pas tous via les mêmes modèles et via les mêmes schémas, mais en tout cas moi ça a été vraiment un accélérateur aussi pour ces raisons, parce que je venais avec malgré tout un peu d'expérience sur notamment des problématiques de sécurité opérationnelle. Je savais ce qu'était le monde de l'entreprise. Et donc tout ça a été un formidable accélérateur et un catalyseur. Donc ouais, il y a eu un avant et un après. Après, ça n'est que mon cas personnel et je pense que chacun peut s'adapter différemment. Mais en tout cas, cette formation, elle a été vraiment différenciante. Et pour revenir par rapport à ce qui est dit là sur l'exigence aussi de l'admission, déjà c'est normal vu la qualité des cours et vu les écoles, Centrale Supélec et l'IMT, mais aussi parce que pour former de bons professionnels de la cybersécurité, pour être un bon professionnel de la cybersécurité, faut vraiment avoir cette transversalité dans les connaissances. Encore une fois, pas être expert partout, mais être capable d'avoir au moins un avis critique et d'avoir une capacité de compréhension transverse qui est indispensable quand au quotidien on viendra vous raconter quelque chose, pour pas soit se laisser rouler dans la farine, soit avoir une bonne vision, une bonne appréhension du risque. Et ça, c'est vraiment sur l'ensemble des compétences qui sont exigées dès l'entrée pour le diplôme que ça peut faire la différence. Julien, il y a une autre question. Vous disiez que ce master spécialisé couvrait beaucoup de chacun des métiers de la cybersécurité. Finalement, assez profondément, prenons par exemple les tests d'intrusion. Lors de l'année, à quel point allons-nous explorer ce sujet? Avec quel niveau pouvons-nous nous vendre à une entreprise à la sortie de ce MS? Alors là, les profs pourront m'aider, mais forcément pas suffisamment pour que vous puissiez prétendre être un expert du pentest à la sortie du cursus, clairement. Vous serez capable d'en faire, vous serez capable d'être même à l'aise pour conduire des tests d'intrusion pour en initier. Et maintenant, vous vendre à la sortie du diplôme comme un expert du domaine, pas forcément. À l'époque, ça a peut-être changé maintenant, mais à l'époque, on avait, je crois que c'était sur des demi-journées complètes, 5-6 ateliers. Donc c'est beaucoup parce que en plus on le fait à l'époque c'était avec un expert de la DGMI, donc on peut aller gratter des choses. Maintenant, ce diplôme-là, il vous impose aussi pas mal de travail et de recherche personnelle en dehors des moments de cours. Et c'est potentiellement aussi par ce croisement entre les ateliers, les cours et l'investissement personnel que vous pourriez vous vendre plus ou moins facilement comme un bon pentester. Mais après, ça reste des bases qui sont données et des bases qui sont données sur tous ces secteurs. En tout cas, sur le domaine même du pentest, on ne peut pas dire que quelqu'un qui n'en aurait pas beaucoup fait avant et qui en ferait uniquement par les cours qui sont donnés dans le cursus sortirait en expert du pentest. Peut-être pour venir dans le même sens que Julien, évidemment qu'il y a des cours de pentest de système d'information, de pentest web.
Mais pour vraiment aller dans le sens de Julien, on est expert en pentest seulement après avoir pratiqué plusieurs mois, années. Par contre, évidemment que ça vous permet tout à fait de décrocher un stage dans une entreprise qui fait du pentest au quotidien et en général d'être embauché à la sortie, enfin si ça vous plaît, hein, si et l'entreprise et vous y trouvez un intérêt, de continuer ensemble pour quelques temps pour devenir cette fois-ci vraiment expert en pentest. Mais on ne peut pas devenir expert de pentest en quelques semaines ou mois sans vraiment pratiquer au quotidien sur des systèmes très différents. Par contre, on a toutes les années des gens qui justement trouvent des stages dans des entreprises qui font du pentest et qui après continuent à travailler dans ce domaine-là. Donc ça, je pense que ça remplit le contrat. Et puis c'est un choix éditorial sur le programme, dans le sens où le programme est large sur le domaine couvre tous les aspects cyber et justement ne se concentre pas sur le pentest uniquement, par exemple. Ouais, voilà. Ou la cryptographie uniquement. Voilà, on essaye de couvrir suffisamment large pour que vous puissiez choisir le métier de sortie qui vous plaît le plus. Est-ce que les formations Open Classroom sont reconnues? Alors, je ne sais pas quelle est exactement la question, mais suivre des formations Open Classroom permet certainement de pouvoir passer l'entretien si on en suit un nombre suffisamment grand pour couvrir les différents domaines sur lesquels on interroge. Nous, on ne vous demandera pas forcément comment vous avez acquis des connaissances, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Si suivre Open Classroom de manière active, et j'insiste sur active, vous permet de monter en compétences, c'est très bien. C'est des bons supports, il y a des choses vraiment intéressantes. Une question un peu technique, les questions liées à l'Active Directory seront-elles abordées lors de la formation? Je ne suis pas certain de l'avoir vu dans le programme, par ailleurs très riche. Alors, ça dépend, si vous dites Active Directory pendant l'entretien, ça risque de dériver là-dessus. Non, mais là, c'est pendant la formation. Pendant la formation. Pendant la formation, oui, on regarde Active Directory, hein, donc on a un cours qui est consacré à la sécurité Windows et à l'administration de système Windows, donc on couvre Active Directory. Là encore, hein, j'ai envie de dire exactement de la même manière que pour le pentest, vous ne pourrez pas vous prétendre expert Active Directory, hein, parce que ça nécessiterait de nombreuses mois, années d'expérience en Active Directory pour être qualifié ainsi. Mais vous aurez les bases pour comprendre et là aussi éventuellement décrocher un stage où vous feriez soit de la configuration, soit du test de SI qui repose sur Active Directory. Donc on couvre ce champ-là. Quel niveau académique est attendu pour le jeune diplômé souhaitant intégrer cette formation? Moyenne de cours, classement, etc. C'est impossible de répondre à cette question parce que les notes qu'on reçoit sont pas forcément corrélées avec la capacité à répondre à nos questions. Donc, oui, ça dépend aussi de ce qui a été abordé dans la formation. Ouais. On ne peut pas vraiment répondre à cette question. C'est très difficile de répondre à cette question. Nous, ce qui vraiment, pour insister lourdement et enfoncer le clou, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment vous répondez à nos questions, plutôt que de savoir est-ce que vous avez fait telle ou telle école et quel rang vous aviez en son sein. C'est pas ça le critère le plus important. Si vous savez répondre à toutes nos questions, c'est parfait. Ce qu'on cherche, c'est des gens qui sont curieux, voilà, pour un peu de rigueur aussi, mais qui ont été curieux. Donc, qui n'ont pas ingéré des notions sans faire le lien entre elles et ce genre de choses. Qui a été regardé un petit peu sous le capot, comment marche la machine. Concrètement, un bon profil de développeur ou d'admin système et réseau est parfait, évidemment, mais on n'est pas toujours dans ce profil-là et c'est pas un problème. Juste pour donner en anecdote, hein, là, cette année, on a un des participants qui vient du monde bancaire. Donc, ça vous montre qu'on est assez ouvert sur les profils. Par contre, cette personne-là, elle a
beaucoup travaillé pour passer l'entretien et lors de l'entretien, elle a su répondre à une bonne partie de nos questions. Et donc, ça nous allait tout à fait. Et votre capacité à monter en connaissance est importante aussi. Oui, si vous savez nous montrer que voilà, vous avez suivi des cours sur Open Classroom et en plus vous savez répondre aux questions qui concernent ce domaine-là. Bah, et vous l'avez appris tout seul. Ouais. Voilà, pas de souci. Ça nous convainc. Est-ce On que n'est vous pas pouvez là donner pour des... le travail. Pardon, Magali. Pardon, excuse-moi Valérie. Vas-y, finis. L'entretien, faut pas le voir comme quelque chose de nuisible. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais on est là pour. On est bienveillant. Oui, on est bienveillant. On essaie d'éviter de vous mettre dans une situation d'échec l'année prochaine parce qu'on vous a pas bien sélectionné et que vous n'arrivez pas à suivre les cours. L'ambition de l'entretien, c'est ça, et c'est pas plus que ça. Et c'est pas une question de voilà, on sélectionne les meilleurs ou quoi que ce soit. C'est un recrutement qui a lieu au fil de l'eau, et donc il est là vraiment pour faire un point avec les candidats et pouvoir se dire bah non, là c'est peut-être un peu trop loin et ça risque peut-être dangereux de rentrer dans la formation puisqu'il y a des lacunes. Mais on n'est pas dans un mécanisme où on sélectionne les meilleurs ou quoi que ce soit. Non, d'ailleurs, il n'y a absolument pas de classement à l'issue de l'entretien. Ça n'existe pas. Si vous passez l'entretien en janvier et qu'on estime que vous avez les connaissances suffisantes, si après il y a 25 personnes meilleures que vous mais qui arrivent en juin, bah, c'est tant pis pour elles parce qu'elles arrivent trop tard, mais vous, votre place, elle est garantie. Et en plus, ça vous laisse 6 mois. Est-ce que vous avez des exemples de tests? Pardon. Vas-y, Romaric. Non, je disais, il y a un entretien en janvier. En plus, ça laisse du temps pour potentiellement combler certaines lacunes qui auraient été mises au jour pendant l'entretien. Ce qui est moins aisé quand l'entretien est fait en juin, par exemple. Est-ce que vous avez des exemples de tests professionnels à communiquer? Alors, pas tellement parce que les tests professionnels, elles viennent d'entreprises qui souvent demandent la confidentialité des données. Donc, on évite de diffuser ce genre de rapport. On peut quand même donner des grandes thématiques. Oui, on peut donner des grandes thématiques, mais le document lui-même... Peut-être dans les grandes thématiques, on a beaucoup de gens qui font des analyses de risque. Donc pour justement un peu rebondir sur ce que disait Julien tout à l'heure, lorsqu'il disait que le cours d'analyse de risque lui avait été particulièrement profitable, cet exercice fait l'objet d'un assez grand nombre de tests professionnels. Très certainement aussi le pen test, donc les tests d'intrusion, mais aussi beaucoup les audits et aussi beaucoup de détection aussi, donc on va dire de conception de systèmes de détection d'intrusion. Ça revient beaucoup ces derniers temps. Et régulièrement aussi développement sécurisé. Oui. C'est vrai, il y a du développement sécurisé, enfin voilà. Mais bon, on peut pas tellement vous donner les intitulés précis ni les sociétés qui les demandent parce que, comme le disait Valérie, souvent les tests sont confidentiels. Bon, il y a beaucoup de questions. On n'aura pas le temps de répondre à toutes. Est-ce que l'ISO 27001 est la seule certification proposée durant le MS? Si oui, est-ce que d'autres certifications sont à l'étude comme le CISSP et l'EBIOS Risk Manager pour l'année prochaine? Oui, non. Oui, actuellement, il n'y a que l'ISO 27001. IBIO-CRM, on fait de l'analyse de risque, mais on ne va pas aussi loin et aussi spécifiquement sur cette méthode-là. Et donc, on ne s'est pas posé la question de cette certification-là. Et l'autre CISSP, on la propose pas. On a souvent cette demande-là. Je suis pas, enfin bon, ça se discute. Je suis pas complètement convaincu qu'elle soit utile par rapport à au projet qu'on propose. Maintenant, on pourrait y réfléchir. C'est vrai que c'est une demande qui revient assez régulièrement. On pourrait essayer d'y réfléchir. Est-ce qu'il y a des cours d'analyse forensique durant la formation? Est-ce qu'on peut répéter la question? On a eu un peu. Est-ce qu'il y a des cours d'analyse forensique durant la formation?
Ah, vous m'entendez plus? Ça a coupé. Allô? Allô, allô? Ouais. Vous nous entendez là? Ah bah là, on vous entend à nouveau, mais on vous avait perdu. Ah, Ok, désolé. on a dû faire une fausse manip. Oui, ce que je disais, c'est que cette année, on a introduit une partie gestion, enfin réponse à incident. Et dans cette partie réponse à incident, la partie, on va dire, forensique, donc analyse post-mortem, est un peu couverte, mais c'est vrai qu'on n'est pas le master qui est le plus spécialisé en forensique. Et par rapport à la cryptographie, est-ce que vous allez voir la sécurité de la blockchain et notamment la cryptographie via les courbes elliptiques? Alors, deux éléments de réponse. Crypto, courbe elliptique, oui, c'est abordé dans le cadre du cours de cryptographie classique, voilà, donc de manière complètement indépendante d'aspect crypto-monnaie. Ensuite, plus spécifiquement sur les aspects blockchain, c'est un cours qui est aujourd'hui, qu'on rentre dans la catégorie conférence. Souvent, alors soit on propose, nous, des éléments en conférence qui varient tous les ans, et ça arrive aussi que les étudiants demandent plus spécifiquement parce que sur tel ou tel sujet, et ça tombe bien, on a des compétences là-dedans. Et donc, pour blockchain, oui, c'est arrivé, j'ai dû faire le cours il y a 2 ans, je crois. Mais pas l'année dernière. L'année dernière, ils m'ont pas demandé, donc on l'a pas fait. Mais ouais, ça peut arriver, mais ça va être plus à la marge parce que c'est du bonus, on va dire, par rapport au programme. Donc c'est quelque chose qui est susceptible de varier tous les ans suivant Souvent les demandes. les demandes et les gens qu'on a à ce moment-là. Ok. Et la différence entre cybersécurité et cyberdéfense? C'est quoi? Il faut qu'on développe la différence ou est-ce que, je sais pas, est-ce qu'on peut préciser la question? Je dirais que cybersécurité englobe cyberdéfense. Oui, je suis pas trop, je suis pas sûre de comprendre la question. Non plus, là. Je sais pas ce qu'on veut nous demander, en fait. Bon, de toute façon, on a beaucoup de questions. Alors, il y avait des questions sur la partie financement. Oui. Moi, ce que je vous propose, on a privilégié d'avoir les responsables pédagogiques avec nous pour qu'ils vous répondent en direct sur la partie plutôt technique. En ce qui concerne la partie financement, on a 2 tarifs. Le tarif jeune diplômé et personne inscrite à Pôle emploi qui est d'un montant de 13 500 € et pour la partie pour les professionnels, le montant est de 17 500 €. En revanche, moi, ce que je vous propose, c'est de pouvoir prendre rendez-vous avec moi directement pour qu'on puisse évoquer chaque cas, car il y avait des questions sur des cas personnels et ce sera plus simple de les évoquer directement au téléphone ensemble. Il est 13 h, on va devoir clôturer la formation. Est-ce que Frédéric, Valérie, Romaric, vous avez et Julien un dernier point à évoquer? Rapidement, on voit une des questions, c'était est-ce que l'entretien sera en visio cette année? D'une manière générale, si les personnes sont disponibles, peuvent venir nous rencontrer sur place, et surtout si elles vivent assez près de Rennes, évidemment qu'on est très content de les rencontrer physiquement. Maintenant, si évidemment vous êtes à l'autre bout de la France, il n'y a aucun souci pour qu'on fasse l'entretien en visio. On aime mieux faire l'entretien en présentiel, c'est toujours mieux. Maintenant, il n'y a pas de problème pour le faire en visio quand c'est pas possible. Julien, un dernier mot? Je sais que Julien devait nous quitter un peu plus tôt, alors peut-être. Julien, il n'a pas mis son micro. Vous m'entendez ou pas? C'est bon maintenant. Non, moi je voulais simplement dire que je serais ravi de répondre à d'autres questions. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn, vous me trouverez facilement. Je veux dire à y répondre. En tout cas, la CISSP, pensez-y plutôt après. Et il faut un peu d'expérience avant d'imaginer passer cette certification pour compléter la réponse qui a été faite tout à l'heure. Merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, Julien. À bientôt. Merci, Julien. Frédéric, Valérie, Romaric, vous voulez dire un dernier mot? Je sais pas, je voyais qu'il y avait quel était le nombre de places, c'est peut-être ça auquel on peut répondre très facilement pour cette comme question.
Je crois bien savoir que c'est 32 places l'année prochaine. Enfin, tu me confirmeras, Magali, mais je crois que c'était ce qui avait été convenu. Donc voilà. Ok. Et 24. Voilà, 24 cette on est année. 24 cette année, donc là il y avait 24 places. Les 24 places sont prises et puis on essaye d'augmenter un petit peu pour l'année prochaine. Parfait. En tout cas, merci beaucoup à Julien, Frédéric, Valérie, Romaric d'avoir pu répondre et partager l'expérience et le contenu de cette formation. Et je vous propose donc de revenir vers moi, de prendre un rendez-vous directement si vous avez des questions plus précises concernant votre projet professionnel et donc l'éligibilité également de votre candidature. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir.